Dans la Gaule du 8e siècle, la vie n'était guère plus qu'une lutte perpétuelle contre la mort. Imaginez un monde où chaque jour constituait un défi, où la faim tenaillait les ventres, où le froid mordait les chairs en hiver et où la chaleur accablait en été. Un monde où l'on ne vivait pas, mais où l'on survivait simplement. Intéressons-nous un peu plus en détail à ce monde impitoyable dans lequel Charles Martel a vu le jour. À la conquête de l'histoire. La société mérovingienne se caractérisait par une extrême inégalité. Les puissants jouissaient de tous les droits, tandis que les esclaves n'en possédaient aucun. Entre ces deux extrêmes, la majorité de la population disposait de bien peu de privilèges. Pour l'immense majorité, l'existence se résumait à un labeur sans fin, dans la crainte permanente des calamités naturelles, des disettes et des épidémies. Le paysage démographique témoignait de cette précarité. Bien que la période connût une lente reprise après la grande peste bubonique du VIe siècle, la densité de population demeurait extrêmement faible. 5,5 habitants au kilomètre carré en Gaule, 2,2 en Germanie, 2 en Angleterre. La forêt dominait largement le territoire, les zones cultivées ne représentant que 4 à 5% de la superficie totale. Traverser le royaume franc signifiait s'aventurer dans de vastes étendues désertes, des territoires sauvages, où les rencontres étaient rares et souvent dangereuses. Ces espaces nourrissaient l'imaginaire collectif, peuplé dans les récits de créatures malfaisantes, de monstres et de dragons. La réalité n'était guère plus rassurante. Vagabonds, ermites exaltés, bandes de mendiants, brigands et esclaves en fuite hantaient ces vastes étendues forestières. La perception de la nature oscillait entre deux visions. D'un côté, les espaces sauvages étaient considérés comme le domaine des forces démoniaques, refuge des créatures diaboliques. De l'autre, ces mêmes solitudes représentaient des havres de sagesse, propices à la méditation et à l'implantation d'ermitages et de monastères. L'établissement d'abbayes, comme Stavelot-Malmedy au cœur des Ardennes, dans le territoire d'origine des Pipinides, illustrait cette volonté d'étendre la civilisation chrétienne vers ces territoires considérés comme barbares. La mer et les fleuves inspiraient une terreur comparable. Les peuples germaniques, et les Francs en particulier, peu familiers avec le milieu maritime, redoutaient particulièrement ces étendues imprévisibles, sujettes aux tempêtes soudaines perçues comme des manifestations diaboliques. Face à ces dangers, seule la protection divine semblait efficace. Verser de l'huile sainte dans les flots déchaînés ou s'en remettre à la protection des reliques constituaient les ultimes recours des voyageurs. Les dangers naturels n'étaient pas les seuls à guetter. Aux brigands s'ajoutaient les faux infirmes, les mendiants professionnels et autres marginaux, qui, selon les témoignages des conciles et capitulaires, usaient de stratagèmes variés pour apitoyer et détrousser les passants, allant jusqu'à mutiler leurs enfants pour susciter la compassion. La maladie représentait une menace omniprésente. Dans une population mal nourrie vivant dans des conditions d'hygiène déplorables, dysenterie, infections pulmonaires et fièvres diverses proliféraient. Les cabanes enfumées, l'eau polluée et l'exposition aux intempéries compromettaient gravement la santé. La mortalité atteignait des niveaux effrayants. Plus de la moitié des enfants n'atteignaient pas leur premier anniversaire, et chaque accouchement représentait un péril mortel pour les femmes. Les fouilles archéologiques confirment cette terrible fragilité de la vie humaine. Dans certains cimetières, aucun squelette de personne ayant dépassé 60 ans n'a été retrouvé, tandis que dans d'autres, tous les adultes étaient morts entre 19 et 29 ans. Dans ce contexte de danger permanent, la vie au 7e siècle se résumait à une lutte quotidienne contre la précarité, où l'espérance d'existence se comptait en décennies courtes, rythmées par les peurs ancestrales et la recherche constante de protection, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. La société mérovingienne, encore imprégnée de croyances païennes malgré la christianisation progressive,
naviguait entre superstition et foi nouvelle, entre barbarie et civilisation, dans un monde où la frontière entre le naturel et le surnaturel demeurait fragile et incertaine. La loi salique, ce code fondamental rédigé sous Clovis, divise la population de la Gaule mérovingienne en catégories aux frontières parfois floues, mais aux conséquences bien réelles. Cette société s'organise théoriquement en 3 groupes: les hommes libres, les serfs et les esclaves. Mais regardez de plus près et vous verrez des nuances importantes. Parmi les libres se côtoient les grands du royaume, proches du roi, et de simples paysans ou marchands. Les serfs, ces semi-libres, paient une taxe spéciale, appelée litimonium. Quant aux esclaves, certains cultivent un lopin de terre, tandis que d'autres ne possèdent strictement rien. L'esclavage, loin d'être contesté, constitue une réalité acceptée par tous, y compris par l'Église. Aucun théologien, de saint Paul aux penseurs carolingiens, n'en remet en cause la légitimité. La seule restriction concerne les esclaves chrétiens, qui ne devraient pas appartenir à des maîtres chrétiens. Mais il reste suffisamment de païens pour alimenter ce marché humain. Ces esclaves, souvent des prisonniers de guerre slaves, fondent des familles dont les enfants naissent esclaves. Pour des raisons économiques, les propriétaires préfèrent souvent installer leurs esclaves sur des terres. Ces esclaves casés cultivent alors une manse, c'est-à-dire un petit lopin de terre. Le maître y trouve son compte, il n'a plus à les nourrir, il perçoit de lourdes redevances et peut leur reprendre la terre à tout moment. Ces serfs restent privés de droits fondamentaux. Ils n'ont pas accès aux tribunaux, ne peuvent entrer en religion et subissent des châtiments corporels. La pauvreté pousse même certains hommes libres à se vendre volontairement comme esclaves. Selon une procédure réglementée, ils s'engagent à servir un maître en échange de nourriture et de vêtements, renonçant définitivement à leur liberté. La loi salique réglemente minutieusement le sort des esclaves. Un voleur peut recevoir 120 coups de bâton ou être châtré si le vol est important. Un esclave royal qui enlève une femme libre sera exécuté, tandis qu'une femme libre qui suit volontairement un esclave deviendra elle-même esclave. Dans cette société profondément inégalitaire, le statut juridique détermine non seulement vos droits, mais votre valeur même en tant qu'être humain. La vie des hommes libres se tisse autour du labeur quotidien des paysans, dont la condition oscille entre indépendance relative et servitude déguisée. La majorité d'entre eux est composée de paysans misérables, qui, s'ils possèdent parfois leur propre petit lopin de terre, sont souvent réduits à cultiver en tant que colons sur les domaines d'un grand propriétaire. Ces colons reçoivent un petit terrain en échange de redevances diverses, en nature et en argent, et doivent fournir des journées de travail gratuits sur la partie seigneuriale. Ils réalisent souvent ces corvées, obligatoires en compagnie des esclaves. Ainsi, dès l'aube, ils se mettent à labourer, semer, moissonner et transporter leurs récoltes sous le regard attentif d'un régisseur. L'agriculture, à cette époque, est avant tout de subsistance, et ils n'obtiennent que des rendements dérisoires, estimés par les historiens à 1,6 pour 1. Avec un outillage rudimentaire en bois et une fertilisation insuffisante, ils se voient contraints à un assolement biennal, laissant la moitié des terres en jachère. Leur culture se compose principalement d'avoine, d'orge, de seigle, de froment et d'épeautre, agrémentée de fruits et légumes issus de modestes jardins. Une fois les semences mises de côté, les excédents sont à peine suffisants, maintenant les familles toujours au bord de la disette. Face à cette précarité, l'élevage joue un rôle vital. Porcs, bœufs, moutons et chèvres complètent leur alimentation et incarnent une richesse indispensable. Si bien que le vol d'animaux est puni avec une rigueur extrême dans les lois. Le détail des amendes, notamment pour le vol de porcs, révèle à quel point ces bêtes sont précieuses. La vie villageoise se caractérise par une extrême simplicité. Les quelques cabanes se serrent en un hameau où s'édifie un lien social fort, tissé autour des travaux collectifs. Semailles, labourage, entretien des clôtures, abattage des porcs, moissons, et ponctué par des fêtes mêlant traditions païennes et chrétiennes. Bien que la messe dominicale soit théoriquement obligatoire dans les zones converties, son respect reste fragile, et les observances telles que le carême se perdent face aux nécessités de la survie.
On peut en effet difficilement demander à des gens qui manquent de tout de se priver de quelque chose. Dans la société mérovingienne, la famille était le socle fondamental qui tissait des liens indéfectibles entre ses membres. Ce monde, à l'intersection de 3 héritages, la Rome païenne, les traditions germaniques et un christianisme encore balbutiant, donnait naissance à des institutions familiales complexes et parfois déroutantes pour le regard moderne, en particulier l'institution du mariage. Le mariage ne reposait pas sur l'amour passionné tel que le concevaient les Romains, mais sur un attachement fraternel destiné avant tout à la procréation. Le mariage se transformait ainsi en une affaire contractuelle, une transaction commerciale entre 2 familles. Dans la juridiction franque, la femme est juridiquement inférieure. Elle est sous l'autorité de son père jusqu'à son mariage, et ce dernier est avant tout une transaction commerciale. L'époux achète son épouse, ou plus exactement, il achète l'autorité au père de celle-ci pour une somme symbolique. Puis il concède à sa femme une dot, la Munschatz, correspondant au tiers de ses biens, qui s'ajoute aux biens fournis par les parents de l'épouse pour constituer sa propriété personnelle, qu'elle pourra conserver lors d'une éventuelle séparation. Dans ce contrat, le consentement de la femme n'est pas requis, tant son rôle se limitait à sa fonction de reproductrice, sa valeur étant directement liée à sa capacité à procréer. La valeur d'une femme dépend directement de sa capacité de reproductrice, comme on le constate dans la loi salique. Tuer une femme en âge de procréer est passible d'une amende de 600 sous d'or, alors que le meurtre d'une jeune fille impubère ou d'une femme qui a atteint la ménopause ne coûte que 200 sous d'or. La compensation monte à 700 s'il s'agit d'une femme enceinte. Ainsi se dévoile une société où la force des liens familiaux se conjugue à une vision pragmatique et économique du mariage. Ce fragile équilibre entre tradition germanique et normes chrétiennes jetait les bases d'un ordre social hiérarchisé dans lequel la femme demeurait, sauf exceptions rares comme les veuves royales, reléguée à une position subordonnée. Dans un monde où le mariage semblait un contrat fragile et éphémère, les destins se tissaient au gré des aléas de la vie. Les unions, bien souvent brisées par les dures conditions sanitaires, se soldaient par une mortalité en couches dévastatrice, emportant la moitié des femmes mariées avant même qu'elles n'atteignent la trentaine. Ainsi, les liens conjugaux déjà fragiles étaient sans cesse menacés par la répudiation, pratiquée librement par l'homme et par des unions dites de 2e catégorie, la Friedelehe. Ce type de mariage, plus intime et moins contraignant, n'impliquait ni transfert de biens ni autorité, et était mal vu par les familles et l'Église, qui voyaient dans cette souplesse le germe de troubles successoraux. Charles Martel lui-même fut affecté par cette confusion matrimoniale. Fils d'Alpaïde, une épouse secondaire de Pépin II, il vit ses droits contestés par Plectrude, l'épouse principale. L'existence des concubines, institution courante jusqu'au 8e siècle, compliquait encore davantage l'héritage. Il n'y a cependant pas de notion de bâtardise au 7e siècle. Tous les enfants, qu'ils naissent de l'épouse ou d'une concubine, étaient élevés ensemble. Le père seul décide en matière de succession. Au-delà des liens du mariage, la maisonnée s'étendait aux serviteurs, esclaves et autres proches, formant ainsi une cellule sociale indispensable à la survie dans une société en proie aux divisions internes. L'Église s'efforce également de réglementer le mariage, en imposant des interdictions strictes sur les unions consanguines, conformément à une interprétation biblique qui rend impossible toute union entre parents, même au 4e degré. Ce cadre rigide s'oppose aux pratiques germaniques païennes, où les mariages entre proches étaient courants à l'échelle d'un village. Paradoxalement, l'Église, tout en interdisant fermement l'union avec les Juifs, montre une tolérance relative envers les musulmans. Ce dernier point démontre qu'à l'époque, l'Église n'a pas encore bien saisi la véritable nature religieuse de l'islam, encore considéré par les institutions religieuses chrétiennes comme n'étant rien d'autre qu'une hérésie chrétienne au même titre que l'arianisme. Dans un monde où le mariage visait avant tout à former des alliances et à transmettre des biens, la procréation semblait pourtant un objectif difficile à atteindre. Malgré l'espoir de voir naître de nombreux enfants, divers obstacles en limitaient le nombre. D'abord, l'allaitement prolongé, souvent jusqu'à 2 ou 3 ans, retardait la fertilité,
tandis que des méthodes contraceptives rudimentaires, malgré l'interdiction de l'Église, étaient pratiquées. L'avortement ainsi que l'infanticide lorsque le nouveau-né présentait des anomalies contribuaient à augmenter la mortalité. Ce n'est pas tout. Même ceux qui réussissaient à naître étaient exposés à une existence précaire. Dans des cabanes enfumées au milieu de la saleté, des infections et d'innombrables dangers, l'enfant, emmitouflé de bandelettes, devait lutter pour survivre. Ceux qui y parvenaient étaient baptisés rapidement. Le passage de la tradition du baptême des adultes à celui des enfants s'étant opéré au VIe et VIIe siècle. Jusqu'à l'adolescence, les enfants vivaient parmi les adultes, souvent négligés et abandonnés, leur existence étant évaluée à 600 sous d'or en cas de meurtre d'un enfant de moins de 10 ans. Leur enfance, rarement relatée par les chroniqueurs, demeure enveloppée de mystères, même pour les grands personnages comme pour Charles Martel, dont la jeunesse reste inconnue. Pour de nombreux paysans, être abandonné était une chance. Les monastères récupéraient ces petits, leur offrant un destin de moine dès l'enfance, comme l'exigeait formellement l'Église. Au fil du 7e siècle, dans le monde mérovingien émergea une nouvelle aristocratie, celle des grands, ou optimates, dont la richesse et le pouvoir ne cessent de s'accroître. Autrefois réservé aux lignées romaines qui avaient produit des consuls, le qualificatif de noble s'élargit pour englober des figures locales tout aussi influentes. Les chancelleries royales parlaient de viri illustres ou de viri nobiles, tandis que les chroniques évoquaient des termes tels que potentes, optimates, seniores ou encore nobilissimi pour les plus illustres. Ces hésitations sémantiques révèlent une catégorie sociale en formation, dont le statut n'est pas encore figé. Ces hommes, forts de leur richesse foncière et de leur réseau de patronage, exercent un pouvoir local important et se considèrent comme fidèles au roi, sans toutefois n'être que de simples agents. Dès le début du 8e siècle, ils se réunissent en Conseil des Grands, pour prendre des décisions collégiales, et leur identité se forge en retraçant leur ascendance sur plusieurs générations, première étape vers l'établissement d'une noblesse héréditaire. Ces nobles s'enrichissent principalement grâce aux bénéfices, c'est-à-dire des domaines prélevés sur le fisc royal en échange de services militaires. Ils accumulent des villas, souvent disjointes, qui représentent une richesse considérable en hommes et en biens. Leur fortune se complète par des butins de guerre et des pillages, tandis que les mariages deviennent un véritable outil stratégique. Les alliances matrimoniales favorisent la concentration du pouvoir et des richesses. Le flou des formules matrimoniales à l'époque de Charles Martel laissait aux aristocrates une grande liberté. Ils pouvaient par exemple épouser une esclave et leurs enfants, par reconnaissance sociale, pouvaient être considérés comme libres, voire nobles, si le père était suffisamment puissant. La pratique de la fridellehe ou second mariage facilitait les multiplications des alliances. Même si le mariage public reconnu par l'Église se généralisait, la Friedelfrau restait une épouse légitime, bien que dépourvue du contrôle total sur la famille. Ainsi, par des stratégies matrimoniales multiples, les grands multipliaient les alliances, comme en témoigne le code de Pépin II, qui, tout en conservant sa première épouse, Plectrude, prit une seconde épouse. Parallèlement, les familles nobles tissaient des réseaux d'affinité par le sang ou par parrainage, renforçant leurs liens et créant des alliances durables, malgré des rivalités internes parfois fatales. Les conflits et assassinats n'étaient pas rares, comme en témoignent les luttes sanglantes comme la Fède royale des Mérovingiens, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Pour étendre leur influence, les optimates fondaient également des monastères. Les Pipinides, par exemple, s'illustrent en établissant des institutions religieuses qui leur permettent d'accroître leur emprise territoriale, leur prestige, et d'obtenir des prières en soutien à leur pouvoir. Se faire inhumer dans des lieux saints renforçait encore leur légitimité. Enfin, la richesse foncière des grands leur permettait de constituer une vaste clientèle en offrant terre et protection aux hommes libres, en échange de leur fidélité et de leur aide militaire. Ce système vassalique, alors en gestation, est fortement promu par Charles Martel, qui favorise la formation d'armées professionnelles privées. Pour conserver la loyauté de leur clientèle, ces aristocrates devaient faire preuve de générosité en offrant banquets, cadeaux, bétail et esclaves.
Le roi lui-même, dépendant du soutien militaire des grands du royaume, se devait d'être généreux, notamment en leur conférant des terres jouissant du privilège d'immunité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement transfert du bien foncier, mais aussi des droits de justice et de taxation qui y sont attachés. Le nouveau propriétaire perçoit les amendes et exerce la justice. Les fonctionnaires royaux n'ont pas le droit de pénétrer sur le domaine et d'y percevoir les redevances. Ces immunités sont renouvelées à chaque changement de règne, cimentant ainsi le lien indéfectible entre le souverain et ses grands. Dans l'ombre des fastes mérovingiens, le pouvoir royal est lentement érodé par les dons royaux, ces largesses qui, par démembrement progressif des terres du fisc, enrichissent les grands. Au fil des siècles, les nobles s'affirment comme une force menaçante pour les rois. Dès 656, Grimoald ose même usurper le trône au profit des Pipinides, illustrant la montée en puissance de ces aristocrates qui, armés de leurs propres troupes privées, profitent des rivalités régionales entre Neustrie et Austrasie pour obtenir toujours plus de concessions. Pourtant, malgré ces écueils, le pouvoir royal mérovingien, fort de ses 250 ans d'existence, conserve encore une autorité indéniable vers l'an 700. Malgré tout, l'ascension des grands est irrésistible et se manifeste dans leur mode de vie luxueux. Leurs résidences, souvent en bois, aujourd'hui peu visibles, deviennent de plus en plus vastes et raffinées. Les nobles se distinguent aussi par leur goût pour la chasse et la guerre privée, de grands classiques pour la noblesse médiévale. Peu ont en revanche des préoccupations intellectuelles, surtout dans les rangs inférieurs de l'aristocratie. L'analphabétisme progresse au 7e siècle et l'écriture se fait de plus en plus rare. Au sommet de la pyramide, nombreux sont ceux qui, cultivés et lettrés, envoient leurs enfants étudier dans les monastères. Dans le royaume mérovingien, l'évolution du système monétaire joue un rôle clé dans la transformation économique et politique. Héritier du bimétallisme romain, le royaume disposait d'or et d'argent, ainsi que de petites pièces de cuivre pour les transactions courantes. À l'époque de Clovis, les pièces portaient l'effigie du roi, rappelant l'héritage impérial. Toutefois, dès le VIe siècle, la qualité des pièces se dégrade. Les ateliers monétaires installés à Metz, Reims, Mayence et ailleurs produisent des monnaies dont l'unité décline. Le nom du souverain disparaît peu à peu au profit de celui du monétaire local, orfèvre et changeur. La mauvaise monnaie émise par les ateliers privés des comtes et évêques finit par chasser la bonne, tandis que des piécettes d'argent de mauvaise qualité importées d'Angleterre inondent la Gaule. Par ailleurs, la disparition progressive de la monnaie d'or s'explique par un double phénomène. D'une part, un déséquilibre commercial défavorable avec l'Orient, où l'or est échangé contre des produits de luxe, et d'autre part, la thésaurisation massive de l'or pour en faire des bijoux et des objets sacrés. Ainsi, les tombes regorgent de richesses, rendant souvent les défunts plus riches que les vivants. Malgré cette dégradation monétaire, les échanges subsistent. Il est encore possible d'emprunter et de prêter en dépit des interdits ecclésiastiques. L'artisanat, produisant une large gamme d'objets allant de la poterie à l'orfèvrerie, nourrit un commerce modeste mais réel. Des marchands étrangers, grecs, syriens, juifs, se font également une place dans les grands centres comme Marseille, Arles, Lyon ou Paris. Les transports reposent sur les vieilles routes romaines et sur le transport fluvial, plus sûr malgré sa lenteur. L'urbanisation connaît un recul marqué après la chute de l'Empire romain, mais les villes commencent à renaître grâce à l'implantation des évêques, qui par leurs édifices et institutions stimulent la vie économique et sociale. Au demeurant, aucune agglomération du monde mérovingien ne peut se comparer aux villes romaines d'autrefois. Les plus importantes ne dépassent pas 20 000 habitants. Un peu à l'écart des grands centres urbains se trouvent les grands monastères comme Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Denis. Et à l'époque de Pépin II de Herstal et de Charles Martel, les rois mérovingiens résident plutôt à Rueil, Reuilly, Luzarches, Épinay, Clichy, et les maires du palais Pipinide dans leur ville des Ardennes. C'est en se faisant inhumer à Saint-Denis que Charles Martel renforcera le prestige de la région parisienne, qui va devenir un centre culturel et religieux de première importance dans ce monde franc, qui est la synthèse du monde chrétien et du monde barbare.
Merci à tous les tipeurs et aux membres YouTube qui soutiennent mon travail, et à bientôt pour le prochain épisode.